Promutuelle Assurance est fier de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Cette semaine, à la Voix agricole, nous sommes dans Charlevoix pour parler des œufs de consommation. Mais tout d'abord, en introduction d'émission, nous nous transportons au centre de l'émeute de Charlevoix. Bonne émission! La consommation d'œufs est vraiment très ancienne. En fait, ça remonte pratiquement à l'Antiquité. Les anciens Grecs et Romains étaient très friands d'œufs durs et c'est un goût qui va se perdurer pendant très longtemps, notamment dans le monde français. Quand ils arrivent ici, les colons de la Nouvelle-France vont donc vouloir reproduire ce mode de consommation-là et ils vont amener des poules pondeuses pour avoir des œufs frais à l'année. Évidemment, avec les hivers qu'on a, ça va demander certaines adaptations et il y a certaines contraintes également quand on sait que la ponte est ralentie durant l'hiver. Par contre, à partir des années 1750, il y a l'apparition du thermomètre et aussi d'études un peu plus poussées sur les couvoirs qui vont vraiment donner un bon coup de main aux producteurs d'œufs de l'époque et ça va permettre le développement de couvoirs beaucoup plus importants ici au Canada. À partir de ce moment-là, on va avoir une consommation qui va se répandre un peu partout, notamment dans les villes au moyen des marchés publics, puisque, évidemment, les producteurs en zone rurale vont envoyer leurs produits au marché pour que les citadins y aient accès également. Quand il s'agit d'émeux, ça, c'est une production qui est beaucoup plus récente. En fait, ça fait partie de ces produits qui ont été implantés beaucoup plus récemment dans notre histoire québécoise, mais qui se sont très bien intégrés à notre terroir d'ici. Donc, l'émeu, maintenant, est très recherché, notamment pour sa viande, qui est particulièrement maigre et riche en protéines. Et c'est un produit qu'on va voir maintenant faire partie du paysage culturel du Québec, au même titre que des cultures beaucoup plus anciennes. Disons que moi, j'ai été élevée sur cette propriété-ci, et quand je suis partie dans l'émeu, la ferme était inoccupée. Donc ça a joué dans le facteur de pouvoir penser à l'agriculture. Aussi, l'émeu, pour moi, rejoint beaucoup le côté santé. Parce que dans ma première vie professionnelle, étant diététiste, j'étais très sensible à une production qui était naturelle et aussi qui nous donnait un produit sans gras, là, très faible en gras, comme la viande d'émeu nous donne. J'étais très sensible à ça et je disais, tiens, ça va être une production d'avenir qui va nous permettre de nourrir les gens de façon différente. Puis aussi, on s'est constitué une équipe qui a été avec ma mère, mon frère, un ami de mon frère pour partir parce que mon conjoint me supporte aussi là-dedans. Donc, parce qu'on ne peut pas partir toute seule dans l'émeu, sinon on va en tout cas, en 97, on allait nulle part. Okay. Donc, c'est ces éléments-là qui ont fait aussi que ça m'a vraiment intéressée et qu'on avait pris le défi. On devait partir puis pour voir où ça allait. Et ça fait 17 ans que je suis partie, puis on est toujours en entreprise. Là, on est rendu les plus gros au Canada. On est j'ai plus de 400 émeux. On fait la transformation de notre gras en huile et on a des gammes de produits, tant pour le produit corporel que pour la viande d'émeu. Bon, ici, on a des émeux de 1 mois et demi à 2 mois. Donc, parce que le poussin, comme on a vu, est tout à fait rayé à la naissance, puis les rayures disparaissent à partir de l'âge de 2 mois. Okay, donc, plus ils vieillissent, moins ils vont avoir de rayures. De rayures, okay. Tout à fait. Puis, est-ce que toutes les émeux, y a-t-il juste une variété d'émeux, une race? Ici, oui, on a une principale race, quoique on sait qu'une fois de temps en temps, on a des émeux qui ont une morphologie différente. Malgré tout? Malgré tout. Il y en a qui sont plus courts sur pattes, mais de façon générale, on a juste une même variété d'émeux. OK. Puis pourquoi avoir fait ce choix-là?
Oh, mais je vais vous dire, quand on est parti, là, c'était... il n'y avait pas beaucoup d'informations sur l'émeu, puis les gens étaient... Il y avait une seule variété qui était offerte dans l'émeu et on a travaillé avec elle. Puis là, on travaille avec... en voulant diversifier notre génétique. Wow, ouais, wow, c'est son petit cri, ça. wow, ouais. On dirait que c'est une petite fourrure. Ben oui, c'est tout. Oh, C'est une belle... Oh, tu. Tu Hein? demandes ce qui se passe. Ben oui. On en a à peu près un 200 par année. 200 par année? 180. C'est-tu étendu sur l'année? Non, ça commence... L'éclosion est sur 4 mois. Donc, l'éclosion 4 à 5 mois commence au mois de décembre, finit au mois d'avril-mai. OK. Puis, ça, c'est la ponte à ce moment-là. Puis, l'éclosion va commencer mi-février, début mars, puis se rend jusqu'à mi-juillet. Si les œufs sont là, combien de temps? En somme, ici, on se trouve à avoir 3 incubateurs écloseurs. 2 incubateurs, un écloseur, qui fonctionne, tout est automatique pour température, humidité, mouvement des plateaux. Et dans l'incubateur, les émeus sont, les œufs sont environ 48 à 49 jours. Et par la suite, on les transfère dans l'écloseur pour qu'ils puissent éclore sans tomber dans le fond. Parce que comme on regarde ici, on voit, c'est un plateau, c'est un panier qui a un fond. Donc, à ce moment-là, nos poussins peuvent prendre le temps d'éclore, puis il n'y a pas de problème, puis ils éclosent très, très lentement et au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Et là, on en voyait qui était sorti de l'œuf. Oui. Il reste-tu là longtemps? Au moins une journée. Ils vont solidifier. Ensuite, ils vont rester encore 1 ou 2 journées dans le petit parc, juste ici à côté de vous. Et par la suite, ils vont monter pour 2 mois à la poussinière. Là, on va rentrer, mais ça, c'est tous mes petits parcs. Là, ça fait 2 semaines. C'est pour ça que vous êtes... Mais ici, c'est vraiment toute une ferme intégrée pour tous les âges d'émeus. Parce que ainsi, on voit des poussins, on voit des émeus un peu plus, mes ados là, de 4 mois, 4-5 mois, on voit notre engraissement, on voit nos reproducteurs. Donc, vous avez vraiment une période ciblée pour, dans la production de l'émeu. Il y a une belle vie ici au sein de l'émeu. C'est quoi le comportement de cet animal-là? Parce qu'on le voyait pendant la visite, ils sont curieux, en même temps, ils sont peureux. Est-ce que c'est difficile de travailler avec cet animal-là? C'est un animal qui reste toujours sauvage, l'animal. Oui, il y en a quelques-uns qui se laissent plus toucher, qui se laissent plus prendre, vraiment toucher, apprivoiser, qui sont plus proches. Mais sinon, saisir un émeu, c'est toujours une difficulté. C'est toujours parce qu'il panique. C'est un animal qui panique. D'ailleurs, en Australie, cet animal-là, il est un peu comme nos wapitis dans le bois. Et, donc, c'est pas un animal qui est de proximité. Et c'est pour ça que même s'ils sont en milieu d'élevage comme ici, quand tu viens pour les saisir, pour eux autres, c'est toujours un stress. J'ai d'autres projets. Yes. Eux autres sont entre 12 et 16 mois. 12 et 16 mois? Dépendamment de mes enclos, c'est entre 12 et 16 Puis mois. ici, c'est la période d'engraissement. C'est l'étape d'engraissement. C'est l'étape d'engraissement. Puis ils sont ici jusqu'à quand? 14 à 16 mois. Pour après ça aller à l'abattage? Oui, OK. la valorisation. OK. C'est parce que dans l'émeu, la difficulté, un animal pèse à peu près 100 livres, 90 livres, disons 42, 43 kilos, rendus à 14-16 mois. Mais il va nous donner juste 12-13 kilos de viande, puis peut-être 6-7 kilos de gras. OK. Donc, c'est un animal qui donne pas beaucoup de quantité,
mais il donne une très grande qualité. C'est ça la différence. Là. C'est, Puis la viande d'émeu, ce qu'on fait avec l'émeu pour la consommation, qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette viande-là? Est-ce qu'elle est tendre? Est-ce qu'elle est riche en fer? D'abord, c'est 2 de gras, faible en cholestérol, riche en fer, en zinc, en protéines. C'est une viande très santé, dont le goût est entre le bœuf et le canard. Un ratite, c'est un animal coureur, mais non volant. C'est parce qu'ils n'ont pas la morphologie pour voler, c'est-à-dire ils n'ont pas le bréchet, qui est l'élément, un des os indispensables pour supporter la musculature qui va activer les ailes. Okay. Mais ce qui fait que le ratite, ce qu'il y a comme la conséquence de l'absence de bréchet, c'est que ces animaux-là, ils n'ont pas de poitrine. Donc, ils ont juste la viande dans les cuisses. Il n'y a pas de viande ailleurs dans ces animaux-là. OK, OK. Donc ça, disons que ça limite beaucoup en termes de rentabilité, de pouvoir développer des pièces. On n'est plus limité dans notre choix de pièces. OK. Votre famille vous a appuyé là-dedans. C'est important justement d'avoir les gens derrière nous parce que c'était difficile de se partir? Oui, c'est très, très important parce que nous, ce qu'on a fait dans l'émeu, c'est vraiment colossal. D'ailleurs, quand on est parti en 97, il y avait 122 producteurs d'émeux répertoriés au MAPAC à ce moment-là. Et de tous ces gens-là, il en reste à peu près plus. Donc, ce qui a fait notre différence, c'est qu'on s'est investi beaucoup, beaucoup en commercialisation, en mise en marché. On a travaillé au niveau pour mettre en marché notre produit, tant à la ferme qu'au marché du Vieux-Port. Donc, on a travaillé beaucoup en circuit court. Actuellement, on parle des circuits courts et c'est ce qui fait qu'on est encore en affaires aujourd'hui. C'est parce qu'il a fallu vraiment... Puis le fait de s'investir dans la commercialisation, parce que c'est beau produire des émeux, mais qu'est-ce que tu fais avec, là? Ça. Donc, nous, on s'est investi dans la commercialisation puis dans recherche et développement pour savoir comment transformer notre gras en huile. Puis est-ce que les charges de travail, c'est difficile à assumer, la conciliation, travail, famille, implication? Est-ce que vous êtes en mesure de gérer tout ça ensemble? C'est-à-dire, il faut que tu aies, parce que nous, les enfants sont partis, c'est sûr, mais il faut que tu aies un conjoint qui soit disponible à ton rythme de vie. C'est parce que, oui, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Il faut avoir une santé, vraiment une très, très bonne santé et ne pas compter ses heures. C'est parce que si tu comptes tes heures, tu veux faire du 9 à 5, va-t'en pas dans l'agriculture, tu n'es pas à ta place. Est-ce que vous avez de la relève éventuellement pour travailler avec vous, pour reprendre l'entreprise? C'est sûr qu'actuellement, c'est une de mes préoccupations. Il faut regarder ça aussi, parce que la relève, tu ne décides pas aujourd'hui, tu dis, moi, je veux de la relève, puis demain, j'en ai. C'est un dossier qui se travaille sur plusieurs années. Et oui, actuellement, c'est une préoccupation pour moi. Et dans les prochaines années, vous souhaiteriez quoi pour votre entreprise? Est-ce que vous avez des objectifs à moyen et long terme pour l'entreprise? Ah oui, bien là, on ne peut pas être en entreprise si on n'a pas d'objectif, hein, sinon tu fermes. Quand je suis trop fatiguée, bien là, je prends quelques jours de vacances. Puis après ça, on repart, puis là, les projets, les idées arrivent. OK, un gros merci. Hein, merci d'être venu chez nous, de faire découvrir. OK, au revoir. Bonjour tout le monde, Philippe, chef aubergiste à l'Auberge de Canard UP. Bienvenue dans la chronique de La Voix agricole. Aujourd'hui, on va travailler l'émeu et on va vous le servir en tartare. Si vous ne trouvez pas d'émeu, avec le bœuf, le but, c'est retenir les ingrédients qui vont être composés de cumin, de tomates séchées, de noix de pin, d'amandes, évidemment les deux grillées, moutarde, échalote, ail, huile d'olive, un soupçon de vinaigre de vin blanc. Alors, on va commencer par le plus important, notre pièce d'émeu. Important de respecter la fibre quand vous allez l'émincer pour en faire des petits cubes. On ne veut pas ça hacher, on veut quand même des petits morceaux. Donc, on voit dans ce cas-ci que la fibre est de ce côté-là. Donc, on va commencer par faire des tranches de l'autre côté. J'ai une portion d'environ 3 onces, 4 onces, donc parfait comme plat principal, ou bien 2 petits tartares en entrée. Donc, je recoupe dans l'autre sens et par la suite, j'émince. On laisse ça prêt, on prépare notre marinade
Très simple comme toujours. Donc, des noix de pain que je laisse entiers pour avoir à peu près la même grosseur que mes morceaux d'émeu. Donc, dans ce cas-ci, 3 amandes que j'ai légèrement grillées, que je vais juste concasser un peu. Toujours le même intérêt, même grosseur. Tomates séchées. On parle toujours de pointe de couteau, là. On fait une portion ou 2 portions entrées. Rien d'immense point de vue quantité. Donc, tomates séchées, moutarde de Dijon, une pincée de cumin, un peu de gingembre. Au goût, sans excès. Notre but, c'est de parfumer l'émeu, pas la masquer. Un peu de vinaigre. On va dissoudre la moutarde. Jamais mettre de l'huile dans de la moutarde sans qu'il y ait un vinaigre au préalable pour détendre. Sinon, vous vous retrouvez avec des yeux de poisson. Un peu d'huile d'olive. Et j'ai oublié un petit élément assez important, échalote grise. Toujours ciselée. Donc, on mélange le tout. Je ne mets pas de piment, je ne mets rien de trop excessif. Ce que je veux dans cette recette-là, assez simple, c'est avoir un crunchy, un croquant, un craquant pour accompagner l'émeu. Donc, on mélange comme il faut. Ce qui est le fun quand on fait des tartares, il faut goûter avant de servir. Hein? Super important. Et on peut faire ça un peu plus puissant, mais ma suggestion, restez dans le doux. Sinon, vous ne ferez pas la différence entre du bœuf et de l'émeu. Un peu de sel. En porte-pièce. Et voilà. On a un tartare d'émeu. Soupçon d'huile d'olive. Quelques noix de pain. Les amandes, il y en avait 3. On va les disposer au centre. Pas de flafla, plein de goût. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup. À la prochaine. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai été élevé, en tant que tel, j'ai été élevé sur la ferme même. J'ai tout le temps suivi mon père, tout ce qu'il fait, du camion, n'importe quoi. Là. Puis, même moi et ma soeur, on a, les derniers, on a été élevés vraiment à l'eau, ployer tous les jours, ces affaires-là. Fait que tu as appris ce métier-là Ouais. depuis que tu es tout jeune. C'est ça. C'est quelque chose qui m'attirait. Puis après ça, c'est quelque chose qu'on faisait pas tout le temps la même affaire. T'sais, on faisait du camion, un peu toutes sortes d'affaires. C'est pour ça. Là. OK. Ça, c'est pas juste avant que toi, 2003? C'est mon grand-père en 1964 qui a fondé l'entreprise avec 5000 poules pondeuses. Après ça, au fil du temps, il y avait une bâtisse. Il en a rebâti un autre dans les années 72, ces coins-là. Il y avait 2 bâtisses, il y avait, je pense, 5 ou 6 000 poules en cage. Mon père il a acheté l'entreprise, lui, dans les années 77. En 79, il a fondé la compagnie Femme Rosaire Lavoie. Après ça, en 86, il a rénové, il a tombé avec 24 000 poules pondeuses. C'est à peu près organisé comme c'était là, sauf qu'il y a un mois de technologie. Après ça, ben là, depuis en 2003, on a bâti ce bâtiment-là. On a fait un bâtiment de 35 000 poules pondeuses. On était à 24 000, puis là, on est rendu à 35 000. Les poules, ils pondent dans leur cage. Ça descend ici. Après ça, il y a un genre de petit fil de fer qui retient les œufs. Parce qu'ici, à matin, on les a ramassés, on en a regardé un petit peu. OK. Mais normalement, au feu qui pondent, ben là, on voit les œufs ici, ils retiennent. Puis aux 15 minutes, ce petit fil de fer-là, ce qu'il fait, il laisse passer les œufs. Après ça, il rebaisse puis il fait ça aux 15 minutes pour pas qu'il y ait de ferré ou
Pas que ça aille les œufs trop se vite, brisent. C'est ça, mettons, ouais. là. Pas OK. que les œufs se brisent. C'est combien d'œufs que tu peux amasser par jour, mettons? Là? Ben, en moyenne, ça peut aller jusqu'à alentour de peut-être 34 000 œufs dans le pic d'Aponte, 34 000 34 000 œufs par Ouais. jour? par jour. Dans le pic d'Aponte, après ça rebaisse. Et par les pattes, là, comme un autre animal, finalement. Ben oui, facile à dire. Ben là, je regarde premièrement s'il n'y a pas de l'état général des poules pour voir s'ils sont pas malades ou si on, quoi que ce soit, s'ils ont de l'eau, ces affaires-là. S'il y a des poules mortes, s'il y a des œufs qui n'ont pas de coquille, ben on les enlève, on essaie de les compter un petit peu. Puis en même temps, on regarde l'équipement, voir si tout est correct, puis s'il n'y a pas d'affaires de briser ou quand les freins de soignants ont parti, s'il y a de la moulée d'un dalle, ces affaires-là. OK. Fait que ça arrive-tu, ça, des fois, justement, qu'il y a des gros bris ou habituellement, ça va quand même... Ça va quand même assez bien. C'est sûr que ça arrive là, qu'il y a un moteur qui brise ou qu'il y a une chaîne de soigneur qui a passé de quoi dans l'engrenage puis ça a cassé. Ça arrive. Là. Là, toi, tu as pris la relève de l'entreprise. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce métier-là de producteur agricole? Ben, ce qui est plus difficile, c'est sûr que c'est 7 jours sur 7. Puis c'est sûr quand il arrive un bris, ben souvent c'est à la fin de semaine ou c'est quand il y a une fête. Là, souvent c'est là que ça arrive. Puis des fois, c'est sûr qu'il faut faire un peu des compromis côté familial un peu. Ça arrive, tu sais, qu'il y a des imprévus, des affaires-là. On essaie d'intégrer les enfants là, dans notre travail qu'on fait. Là. Puis comme ma conjointe, ben, là, elle a fermé sa garderie, puis là, elle s'en vient travailler avec moi un peu, faire une partie de la comptabilité des affaires. Là. On a un employé, une personne technicienne comptable qui fait la comptabilité, puis là, elle est en train de la prendre un peu tranquillement là, pour... Puis c'est important pour toi, justement, que ta conjointe comprenne ce que tu fais, puis... C'est plus facile. Ouais. C'est plus facile. C'est sûr qu'au début, ben, elle comprenait moins, mais là, elle est au courant de ce qui peut arriver puis ce qui arrive, puis elle est plus au courant. Ton père est encore aussi impliqué dans l'entreprise. Ça fait quoi de travailler avec les membres de sa famille? Ça fait quoi de... C'est difficile? Ben, ça dépend. C'est sûr que des fois, on pense pas la même affaire. Là, ça va faire 4 ans, ça va faire 5 ans au mois de décembre que c'est moi qui est propriétaire. C'est sûr qu'au début, ben là, on avait un petit peu des divergences d'opinion un peu. C'est la façon de travailler, mais ça a fini par se placer. Là. Comment ton père voit ça, justement, d'avoir de la relève? Il est très content de ça. C'est sûr que lui, quand il m'a vendu, ben là, lui, c'était dans son optique, c'était que ça continue. Ça fait que, tu sais, il m'a quand même vendu ça une infinie partie de ce que ça valait. Il aurait pu arriver puis vendre ça à gros prix, puis on ramasse l'argent, puis on vit notre vie, puis le restant, là, s'organiseront. C'est pas décision qu'il a prise. Ici, c'est ce qu'on ramasse les œufs. Ben là, en premier temps, ben là, les œufs arrivent du poulailler. Après ça, nous, on trie ceux qui sont cassés. On enlève les 2 jaunes. On enlève ceux qui sont difformes. Puis après ça, ben, ça passe dans la machine. Après ça, la machine, ce qu'elle fait, ben, elle met les œufs en rangée de 6. Elle met ça dans les alvéoles. Puis elle les pile, puis nous autres, on les prend, on les met sur la table. Puis qu'est-ce qui arrive avec les œufs qui sont difformes? C'est Ben, des œufs perdus, ça? C'est des œufs. Ben nous, ici, on les vend à la ferme. Les œufs qui sont difformes, qui sont pas cassés, on les vend à la ferme. Qu'est-ce que ça prend exactement pour faire fonctionner une production comme ça? Ce que ça prend.
Bien, pour commencer, nous, dans les anciens bâtiments, bien, on commence notre élevage des pousins un jour à 19 semaines. Après ça, on les rentre ici. Ils pondent 1 an. Puis après ça, c'est une roue qui tourne tout le temps. Donc, 1 an après, ils sortent. Qu'est-ce qui arrive avec ces poules-là? Ils arrivent, bien, on les envoie à l'abattoir. Puis eux autres, soit ils font du poulet, peut-être de transformation, ces affaires-là. Je suis pas plus au courant que ça. Là. Mais c'est sûr qu'une poule, c'est pas comme un poulet de chair, ça reste vraiment petit. C'est une petite charpente. Il n'y a pas beaucoup de viande après ça, c'est ça. OK. Puis qu'est-ce que ça prend pour faire fonctionner la production en matière d'équipement, d'alimentation? Ça s'alimente comment? Bien, nous, on est propriétaire d'une meunerie, une copropriété avec M. Bernard Duchesne et Mme Suzanne Jean. Suite à ça, on fait notre moulée. Puis on prend le camion, on rentre ça dans les silos qu'on voit ici. Puis c'est ça, à tous les roues, les soigneurs partent, puis tout ça. Là. Puis cette moulée-là, est-ce que tu dirais qu'elle a de faire ta propre moulée, c'est avantageux? Bien, c'est un avantage. C'est sûr que tu peux ajuster ta moulée selon ce que ta poule a besoin. Si tu veux 3 jours avant, c'est vraiment que d'arriver puis de passer une commande peut-être pour une semaine avant pour l'avoir peut-être dans l'autre semaine. Est-ce que dans la production d'œufs comme ça, vous avez beaucoup de réglementations à suivre pour respecter des normes quelconques? Oui, beaucoup de règlements, au niveau de la traçabilité, au niveau du bien-être animal, au niveau de la salubrité des aliments, tout ça, là, on en a beaucoup. Puis est-ce que c'est lourd, ça, pour les producteurs? C'est quelque chose, c'est sûr comme une relève comme moi qui commence, c'est sûr qu'on s'habitue, mais une personne, peut-être comme mon père, ça a tendance à un peu de décourager. Oui, qui ont fait ça toujours autrement. C'est ça, oui. Ouais. C'est sûr que nous autres ici, on tient beaucoup de registres, fait qu'on n'a pas beaucoup de misère à s'adapter à ça. Ça contrôle tout l'ensemble du poulailler. Ça fait ouvrir la lumière le matin, la fermer le soir, ça fait la consommation d'eau, la consommation de moulée, la ventilation. Puis après ça, moi, ce que je peux faire aussi dans ce panneau-là, partout ce qui est Internet, avec mon téléphone, j'entre dans ce panneau-là. Tu as tout ça à distance? À distance. N'importe où ce que je veux. Je peux voir s'il y a des alarmes, je peux voir si il y a des problèmes ou je peux ajuster des choses, fermer les lumières, ouvrir les lumières, ajuster. Si toutefois il y avait un bris quelconque. S'il y a un bris, bien là, il va tomber en alarme. OK. Puis après ça, là, la centrale va m'avertir que s'il y a une alarme, peut-être comme exemple, une haute température, une basse température, bien, trop une grosse consommation excessive d'eau, ces affaires-là, lui, il va me le dire. Comment se porte la production d'œufs? C'est une production qui va très bien. C'est juste une production sous gestion de l'offre. Tu es sûr de ta paye à toutes les semaines. C'est ça qui est important. Bien, merci beaucoup, Daniel. Merci d'avoir été des nôtres à cette émission de La Voix agricole. Et évidemment, je vous encourage à consommer les produits du Québec, dont les produits de l'émeu qu'on a vus plus tôt dans l'émission, et également nos œufs du Québec qui sont faits avec amour par nos producteurs agricoles. Et en terminant, j'ai juste une chose à vous dire, mes chers téléspectateurs, c'est que je craque pour vous, mes cocos. Ah! C'est beau, hein?